c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast en compagnie d'un invité. Il y a quelques semaines, je suis partie à la rencontre de Cécile Glaise, la fondatrice du média Because Gus. Si tu ne connais pas encore Because Gus, je t'invite à aller voir ce site internet qui regorge d'articles pour t'accompagner dans ton alimentation sans gluten. Cécile est diagnostiquée d'une hypersensibilité au gluten depuis 10 ans. En janvier 2015, elle décide de créer le blog Because Gus pour accompagner les personnes comme elle qui ont dû chercher des infos pour changer leur alimentation du jour au lendemain. J'avais très envie de démarrer le Gloomy Club avec Cécile, car au moment de mon diagnostic, c'est grâce à Because Gus que j'ai pu trouver les informations nécessaires pour affronter cette nouvelle vie. Au sein de Because Gus, elle lance le prix du produit sans gluten, afin de faire connaître au grand public les produits sans gluten. Les marques agroalimentaires peuvent ainsi faire tester leurs produits à un panel de personnes sélectionnées par Because Gus. En 2019, elle lance le premier baromètre du sans gluten. Depuis, elle publie chaque année les chiffres du secteur. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En voici quelques-uns. 8% de la population mange sans gluten. C'est 4 fois plus que les régimes sans viande. Pour 94% des sans gluten, ce régime n'est pas un choix mais une contrainte. 60% des sans gluten mettent 2 à 5 ans pour que leurs troubles liés au gluten soient diagnostiqués. 80% des cœliaques limitent leur sortie au restaurant parce que le régime sans gluten n'est pas pris au sérieux par les restaurateurs. Et enfin, les hypersensibles au gluten représentent 45% des sans gluten. Je vous laisse aller découvrir le baromètre complet sur Because Gus. Dans cet épisode, Cécile nous raconte son parcours, la création de Because Gus et les prochains projets 2023. Je vous laisse à ma conversation avec Cécile et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Eh bien, merci Cécile d'accepter l'invitation sur le Gloomy Club. Merci. Alors toi, tu es hypersensible au gluten, tu es la créatrice du média Because Gus, tu as créé le premier baromètre du sans gluten et le prix du produit sans gluten de l'année. C'est ça. C'est tout bon. Le podcast va se dérouler sur 3 thématiques, donc ton diagnostic, le média et la partie Gloomy Party. Du coup, pour revenir un peu à ton diagnostic, comment ça s'est passé, toi, justement, le diagnostic de l'hypersensibilité au gluten ? Alors, ça a été assez long parce qu'en fait, j'ai toujours eu, depuis que je suis petite, mal au ventre, des problèmes de digestion. Mais voilà, ça va toujours être mis sur le compte du stress, l'anxiété, voilà. Mais il y avait quand même un truc, c'est qu'on ne digérait pas le pain. Enfin, on savait que si on ne voulait pas avoir mal au ventre dans la famille, il ne fallait pas manger de pain. Surtout la mie, c'était le truc qui était censé pas être bien digéré. Mais à part ça, je ne pensais pas que les pâtes, les céréales ou ce genre de trucs pouvaient aussi être la cause de mes maux de ventre. Et puis, plus je grandissais, plus ça s'empirait et ça devenait handicapant. Et je m'interdisais certaines activités, je faisais pas certains trucs. Ou alors, je me disais... Enfin, ouais, c'était assez handicapant au quotidien. Et puis, finalement, en 2013... un énième gastro-entérologue que j'ai consulté, je lui pose la question parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé du sans gluten, de sa cousine qui était cœliaque et tout ça. Moi, j'avais pas trop fait le rapport. Enfin, franchement, ça me parlait absolument pas, mais je crois que j'ai dû googler et puis je me suis dit, ah tiens, ça ressemble quand même beaucoup. Je voyais ce gastro, je lui ai posé la question, il me fait, essayez d'arrêter, vous verrez bien. Et en 2 jours, ça a été le jour et la nuit, quoi. Ouais, radical. Et du coup, je me suis dit, ah, trop cool, j'ai enfin trouvé ce qui m'arrive. Et en fait, après, je me suis dit, oups, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis pas ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Où est-ce qu'on trouve du gluten ? Enfin, voilà. Et toutes ces questions-là, je me les suis posées à ce moment-là. Et du coup, j'ai pas de diagnostic officiel dans le sens où j'ai pas fait les bons tests
pour arrêter le gluten au moment. Surtout quand j'ai voulu faire les tests pour la maladie cœliaque, j'avais déjà arrêté le gluten. Personne n'était capable de me dire combien de temps il faut le réintroduire. Et du coup, je tombe, je pense, effectivement, dans la catégorie des hypersensibles au gluten. Et donc, du coup, j'ai pas de reconnaissance officielle. Mais voilà, je mange sans gluten comme une cœliaque depuis 2013. Donc, depuis presque 10 ans maintenant. Ça passe vite. Ouais, ça passe très, très, très vite. Et justement, toi, quand tu as été diagnostiquée, entre guillemets, en 2013, comment tu as fait pour trouver les infos ? Et c'est là où j'ai galéré. Ouais. Parce c'était un peu un moment où on commençait à vachement parler du sans gluten et ça devenait un peu un sujet à la mode. Mais d'accord. C'était pas encore un truc à la mode, mais on commençait à en parler. Et en fait, on voyait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait soit un discours très radical de c'est le sans gluten, il n'y a que les cœliaques, c'est que les vrais malades. Et si vous n'êtes pas cœliaque, sortez de là, vous n'avez rien à voir. Et le problème, c'est que j'étais peut-être pas cœliaque, je savais pas. Et de l'autre côté, il y avait un peu des gourous de l'alimentation qui se posaient en disant le gluten, c'est la pire des choses, il faut l'arrêter, on ne doit plus manger de gluten, et plein d'autres remèdes et tout ça. Et je me retrouvais ni dans cette position-là, ni dans l'autre. Et du coup, je me disais, mais il y a peut-être des infos intermédiaires, je ne suis pas une mode. Je ne veux pas, je ne jette pas le bébé et l'eau du bain parce qu'il y avait ce truc de arrêter de manger du gluten, mais aussi arrêter de rejeter toute la médecine. Et j'arrivais pas à trouver un peu la voie intermédiaire. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a plein de gens et j'ai rencontré plein de gens dans ce même cas-là qui avaient galéré à trouver des infos pour le diagnostic, qui n'avaient pas un diagnostic posé officiellement, qui ne savaient pas où aller manger sans gluten, ce qui se faisait dans le sans gluten. Et du coup, c'est comme ça que Because Gus est né en janvier 2015. Ouais, donc ça remonte un petit peu. Ouais, là aussi, presque 10 ans, pas encore, mais presque. Ouais. Et justement, donc toi, c'est vraiment venu par ton besoin de créer le média. Et justement, donc tu as créé le média sur un site internet. Au départ, donc il n'y avait peut-être pas de réseaux sociaux. Si, dès le départ. Tout de suite, Facebook, Instagram, ça existait à l'époque, et Twitter, tout existait à l'époque. Et en fait, c'est par les réseaux sociaux que j'ai interrogé aussi beaucoup de monde, que j'ai organisé plein d'interviews avec des gens, en fait, pour les rencontrer, comprendre qu'est-ce qui leur manquait et tout ça. Et à la base, moi, je m'étais dit, tiens, j'ai découvert les produits sans gluten en magasin bio. J'ai découvert les magasins bio parce que je n'y allais pas du tout à l'époque. Et du coup, je m'étais dit, oh là là, on est à la préhistoire du marketing là-dessus. Et moi qui venais de là, je me suis dit, wouhou, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et puis, et du coup, en fait, à la base, je m'étais dit plutôt développer ma marque ou mon magasin. Et finalement, c'est en parlant beaucoup avec les sans gluten que, en fait, il existait des trucs, mais on ne savait pas ce qui existait ou ce qui n'existait plus ou ce qui était dispo ou qu'est-ce qui se faisait. Et donc, du coup, c'est plutôt le site qui s'est imposé en première partie. Et je me disais, je pourrais toujours me lancer ma marque après, derrière, ou mon lieu. Et finalement, il n'y a que le site qui est... Pour le moment, on ne sait pas. Voilà, peut-être que pour les 10 ans, je lancerai mon produit. Ou voilà. C'est ça. Mais ouais, du coup, à la base, c'était plutôt... J'avais autre chose en tête et ça s'est imposé parce que c'était le besoin, en fait, qu'il y avait à ce moment-là et qui reste encore présent. Et les gens me disent encore... grâce à vous, j'ai su ça ou j'ai eu besoin de ça, j'ai eu la réponse sur votre site. Donc c'est cool. Ouais, c'est devenu un peu le média de référence sur le sans gluten. Moi, dès que j'ai eu mon diagnostic, c'est le premier site sur lequel je suis tombée. J'ai trouvé les produits que je devais acheter, pas acheter. Là, tu as plein de mots qui arrivent où tu dis, oula, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a les articles qui expliquent, c'est très bien fait. Ouais, c'est un peu... là, je suis en train de rédiger, donc Scoop, un livre qui paraîtra en mai 2023. Chouette. Et pour aider les parents qui ont un enfant sans gluten. Et en fait, j'ai fait aussi des entretiens avec eux pour comprendre leurs problématiques plus spécifiques. Et c'est fou. En fait, quand tu arrives dans le monde du sans gluten, ça te tombe dessus. Les gens imaginent toujours que c'est un choix qu'on a décidé, que du coup, c'est quelque chose comme un engagement. Et du coup, on connaît tout. Et voilà. Et en fait, c'est plutôt... non, on apprend, on nous dit... Tiens, c'est le sans gluten, ou vous êtes cœliaque, ou ça. Et en fait, du coup, tu dois découvrir tout ça
un laps de temps assez rapide parce que tu te dis, bah voilà, il faut que je comprenne, je dois arrêter ça, voilà. Et t'es perdu dans toutes les infos. Il y a plein de subtilités, plein de trucs. Et puis, il y a surtout beaucoup de confusion, de choses qu'on dit qui sont pas forcément vraies, d'idées reçues. Et du coup, ouais, il y a beaucoup à apprendre et à emmagasiner au début. Et puis surtout, il y a énormément d'idées reçues sur le sujet. Et donc, du coup, c'est important de trier un petit peu tout ça, rassurer les gens, leur dire, ouais, ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est possible. Voilà, là où ça va être compliqué et tout ça, et où est-ce que je peux vous aider. Mais ouais, c'est peut-être spécifique à la France que ce soit plus compliqué en France. C'est ça. Moi, je sais que je voyage beaucoup au Portugal. Et la quantité de produits qui est développée là-bas, même, tu vois, par exemple, au McDo, typiquement, il y a les hamburgers sans gluten. Enfin, c'est très, très, très développé. Et ça a été ma grande surprise. En fait, quand j'ai été diagnostiquée ici en France, je me suis dit, faut que je voyage. Comment je vais faire ? À deux doigts, tu sais, de remplir une deuxième valise de plein de produits, de dire, c'est bon, j'aurai un truc avec moi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses. C'est plus facile. En fait, la France est, je crois, un des pays les plus en retard sur le sans gluten. Quand on va à Londres, quand on va en Espagne, en Italie, c'est des destinations où pourtant les gens me disent « Ah, l'Italie, ça va être trop galère ». Non, au contraire, c'est des destinations qui sont hyper gluten-free friendly. Et du coup, en fait, ils ont des associations aussi de cœliaques qui font beaucoup de travail auprès des restaurateurs. Ils ont, j'ai oublié, j'ai plus les chiffres, mais je les ai demandés cet été, je leur ai demandé aux associations, et ils ont, je crois pour l'Italie, c'était plus de 20 000 familles, pour l'Angleterre, c'était 65 000 adhérents, et pour l'Espagne, 32 000 adhérents. Donc voilà, c'est des énormes associations qui font un travail vraiment de fond depuis plusieurs années, et du coup, il y a une sensibilisation là, des acteurs de tout l'agroalimentaire, bien sûr, mais aussi de la restauration. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les sans gluten et c'est tellement plus facile de vivre sans gluten là-bas. Donc, il y a un énorme travail de notre côté, mais il y a aussi, je pense, un côté plus... nous, il y a ce truc de si tu manges différemment, si tu dis que c'est vécu comme du communautarisme. Et le communautarisme, c'est vraiment un gros mot en France, alors que c'est pas du communautarisme, c'est pas un choix, c'est pas vouloir changer les habitudes de tous les autres pour que tout le monde s'adapte à nous, c'est plutôt comment je fais pour venir à table. J'ai cette contrainte, je peux pas manger, c'est pas un choix. Et comment je peux manger avec vous, comment je fais, et voilà. Mais parce qu'on l'a beaucoup abordé sous l'angle de la mode, et d'un régime miracle, et voilà, du coup on voit que ce côté-là, et du coup les gens qui mangent sans gluten sont très peu considérés, ou on ne prend pas en considération leur choix, et pourtant c'est 8% de la population, alors que les véganes ça va être 2% de la population, donc on est 4 fois plus, mais on est beaucoup moins considérés ou pris au sérieux, et c'est fou. Donc voilà, il y a, je pense, tous ces petits trucs-là qui font que c'est des blocages. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce travail de fond, d'éducation et tout ça, on restera un pays à la traîne. Ouais. Et toi, tu as vu une différence justement au moment où tu as été diagnostiquée en 2013 et aujourd'hui, 2022, en termes de produits ou même de restauration ? Ouais, en termes de produits, clairement, parce que franchement, les packs, même juste les packs, ça faisait vraiment pas rêver, quoi. C'était vraiment des trucs, c'était des codes couleurs pour gens malades, quoi. C'était très médical. Ouais. Même si ça se voulait un petit peu sympa, ça restait très médical, quoi. C'était pas attirant. Et même les produits étaient pas forcément incroyables. Et il n'y avait pas un choix incroyable, ça c'est clair que... Et ça a vraiment boomé. Et puis il y a eu un peu un écrémage et puis surtout, au début, c'était que en magasin bio. Et c'est arrivé en magasin, au supermarché. Et donc, du coup, en fait, la distribution était... à partir de... Ça devait être vers 2016, quelque chose comme ça. En fait, tous les supermarchés du coin avaient au moins un truc de pâte sans gluten, un pain, une cracotte, le minimum syndical pour qu'on puisse se débrouiller. Pas forcément bon, mais au moins... Quand on est en galère. Voilà. T'as ça, tu sais, au G20 du coin, ou au Franprix du coin, ce qui, 2-3 ans plus tôt, n'était pas du tout le cas. Et donc ça, c'était cool.
Après, du coup, il y a eu aussi des marques qui ont disparu, des références qui ont été supprimées, parce que c'était moins un marché porteur. En fait, le gâteau pouvait plus grossir, ou grossissait plus autant, et il y avait quand même beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc voilà, ça s'est un peu écrémé, et c'est vrai qu'on a vu moins de marques dans les rayons, et c'était un petit peu moins la priorité des distributeurs qui se disaient « ça y est, la mode est partie ». Alors que les consos sont toujours là, et voilà, on consomme toujours sans gluten. Donc voilà, il y a beaucoup de changements. Pareil pour les restos, il y a eu à un moment une grosse vague avec plein de trucs sans gluten. Mais quand on dit sans gluten, là du coup, pour la restauration, c'est un peu différent dans le sens où c'était pas des 100% sans gluten. Donc il y a beaucoup d'endroits qui se sont lancés en disant « moi je fais du sans gluten, mais voilà, ça va être un sandwich ou une salade » et qui se lançaient là-dessus en se disant « c'est bon, je vais attirer les sans gluten » et puis voilà. Il y a eu aussi beaucoup de trucs pour les sans gluten qui se sont lancés. Et là, on a plusieurs boulangeries sans gluten à Paris, dans plein de villes. Il y a plein de trucs qui ont ouvert, mais malheureusement, comme tout commerce, au bout de 2-3 ans, tu as plein de trucs qui ferment et qui se rouvrent et qui ferment. Donc, c'est le cycle normal des entreprises. Mais oui, il y a eu un boom. Clairement, il y a eu un boom. Il y a vachement plus de trucs maintenant un peu partout. Ça manque encore, il y a plein d'endroits où ça manque, bien sûr, et je le vois tous les jours, des gens qui me disent « vous connaissez pas des trucs là, ici ou là ». Il y a aussi surtout beaucoup de trucs qui sont lancés en ligne et que les gens peuvent commander maintenant et qui sont très bien. Donc voilà, il y a plein de solutions qui se mettent en place et ça, voilà, comparé à il y a même 10 ans ou 30 ans, j'imagine que ça n'a rien à voir. Mais non, ça se développe et il y a plein de choses qui sont faites. Il manque le McDo, le Burger King, enfin, les fast-food. On va faire une pétition. Il y en a eu plusieurs qui se sont lancés. Mais ils sont très durs à approcher et je ne connais pas des gens là-bas et j'ai essayé pendant longtemps. Autre chose que j'ai vu, c'était un petit changement quand même dans les mentalités une fois que le baromètre a été publié. C'est vrai ? Ouais, parce qu'on avait les chiffres et du coup, en s'appuyant sur des chiffres, c'était plus facile de dire, regardez en fait la réalité versus l'idée reçue en fait. Et pour dire combien de personnes mangeaient sans gluten en France, la part de l'effet de mode parmi les sans gluten, et ça du coup quand même, voilà, ça, j'ai vu un petit changement. Mais il y a toujours ce truc de oui, mais bon, c'est un effet mode comme. Enfin, il y a toujours ce réflexe de se raccrocher à. On a tellement parlé que forcément ça existe, l'effet de mode, et forcément c'est quelque chose. Donc voilà, il y a encore un peu de travail à faire. Il y a beaucoup de travail. Et mais du coup, toi, le média, c'est devenu ton activité principale maintenant. Ouais, bien sûr, depuis le début. Depuis le lancement, en fait. Ouais. C'est super, ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'articles qui nous permettent, tu vois, de nous orienter. Et toi, il y a eu un impact ou pas sur ta vie sociale, justement, ce changement d'alimentation ? Et au début, oui. Parce que, en fait, comme tout le monde au début, et ça, c'était les 3/4 des sans gluten me le disaient à chaque fois, t'as un moment où tu sais pas. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec Because Gus, ce temps se réduit. Je sais pas. Mais t'as toujours ce truc de. Au début, t'es pas bien, tu sais qu'est-ce qui te rend pas bien et t'as peur de faire des écarts. Et en fait, du coup, t'as peur d'aller au resto, t'as peur d'aller chez les gens. Ouais, exactement. Tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Enfin, voilà. Et en fait, au début, t'as un peu cette phase de repli où tu retrouves tes marques aussi chez toi, à recuisiner, à apprendre des trucs. Et donc, du coup, socialement, c'est vrai que après, j'ai eu de la chance, j'avais des potes qui m'aimaient bien cuisiner. C'était au moment où Top Chef, ces trucs-là se lançaient. Donc, c'était attends, je vais lancer un défi, on va faire ça, machin. Donc voilà, la cuisine était en vogue, enfin, ils aimaient bien cuisiner, donc c'était cool. Mais c'est vrai que, socialement, ça peut avoir un impact, surtout si autour de toi, il y a des gens qui te disent non, mais c'est n'importe quoi, ou arrête de chipoter, ou voilà. Et je sais qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai encore du mal à parfois assumer ou à mettre le truc sur la table, à dire voilà, je suis sans gluten, parce que j'ai pas envie que ça soit un sujet en soi, qu'on en parle et tout pendant des heures. Et puis j'ai pas envie de compliquer la vie aux gens et en même temps faut quand même que je trouve une solution mais voilà, enfin je trouve que globalement les gens sont plutôt ouverts et sympas
C'est plus, on va dire, au resto où ça va être plus compliqué, on va dire. Mais chez les gens, en général, les gens sont assez compréhensifs et ils trouvent des solutions, voilà, posent des questions. Ça peut devenir un jeu un peu fun, justement, de trouver une nouvelle recette avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner, justement. Ouais, de tester des trucs différents. Et puis, les gens... Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je fais tester un truc sans gluten, les gens me disent « Ah, mais c'est bon !» Ouais. Mais c'est sans gluten, ça veut pas dire que c'est sans goût ou sans saveur ou que c'est un truc où moi, ma vie est horrible. Non, c'est ça. C'est bon, mais c'est autre chose. Moi, c'est la phrase que j'entends le plus quand faudrait que j'essaye de le dire après, tu vois. Ouais. Mais quand je leur fais goûter à des amis en disant « C'est sans gluten, goûte », et ils me disent « Ah, tu vois, si tu me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas su. » C'est la phrase qui revient à chaque fois. Je dis, c'est fou. Ouais, non, c'est fou. Et les gens ont tellement d'a priori là-dessus. Mais parce que... Et on en parlait aussi, je sais plus trop quand c'était. Je pense qu'en fait, les gens sont restés bloqués sur le truc pas bon qu'ils ont goûté une fois. Et ils imaginent que c'est ça. C'est que ça. Alors oui, il y a des pâtes, par exemple, si tu prends les pâtes de maïs, 100% maïs, oui, c'est pas bon, ça n'a pas une bonne texture, ça ressemble pas à des pâtes, ça n'a pas le même goût, et c'est pas intéressant. Mais du coup, ou le pain vraiment bas de gamme qui s'effrite ou qui est pas bon, qui a pas de goût. Oui, il y a des trucs très bas de gamme qui sont vraiment pas bons, mais ça veut pas dire que tout le sans gluten est comme ça. Mais les gens s'arrêtent à ça et disent « Ah non, le sans gluten, c'est plus cher, c'est vraiment pas bon, c'est horrible ». Mais c'est comme si on me disait les pâtes les plus bas de gamme, c'est les pâtes. C'est ça les pâtes. C'est ça les pâtes d'Italie. Non. Et non, voilà. Donc en fait, il y a un gros a priori. Et ça, en fait, j'en parlais, c'était pendant la rédaction du bouquin, justement cet été, avec plusieurs chefs, parce que je leur demandais, d'où vient cette image mauvaise du sans gluten. Et du coup, ils me disaient, c'est un peu ce truc de... Tu goûtes un truc pas bon et en fait, tu restes sur ton a priori. Et si tu fais goûter à l'aveugle et que tu ne dis pas que c'est sans gluten, là, les gens le goûtent sans a priori. Ils font pas de comparaison. Ils se disent « Ah tiens, c'est bon ». Et puis après, tu rajoutes le petit truc « En fait, c'était sans gluten ». Et là, les gens se disent « Ah bon, ok, cool ». Mais dans l'autre sens, c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Donc, voilà. Et donc, sur Because Gus, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'article ? Alors, on peut trouver de tout. Il y a une première section qui est quoi de neuf avec tout ce qui est actualité. Et donc, ça va du lancement d'une marque ou plein de choses, tout ce qui peut se passer sur le sans gluten. Il y a une section, et puis du coup des concours, par exemple, on en organise plein avec des marques. Il y a aussi une section où il y a toutes les questions que les gens se posent, des questions médicales. Qu'est-ce que la maladie cœliaque ? Qu'est-ce que l'hypersensibilité au gluten ? Et est-ce qu'on parle d'allergie, d'intolérance ? Quels sont les tests à faire ? Enfin voilà, il y a un peu toute la partie, est-ce que c'est génétique ou pas ? Enfin voilà. Et puis, il y a toute la partie adresse aussi, où un peu partout dans le monde, jusqu'au Japon, où est-ce qu'on peut manger sans gluten ? Et du coup, en précisant bien, est-ce que c'est un lieu 100% sans gluten ou un lieu qui a des options sans gluten ? Et dans ce cas aussi, j'indique bien qu'est-ce qui est fait ou pas fait pour recevoir les sans gluten. Et globalement, il y a un peu toutes ces informations-là. Et puis, on peut retrouver aussi les chiffres du baromètre, et puis les grands rendez-vous, comme le prix du produit sans gluten, ou les journées de la maladie cœliaque qui ont lieu en mai. Voilà. Et justement, la liste des restaurants qui sont référencés sur Because Gus, c'est des choses que toi, tu as testées, que d'autres personnes t'ont donné comme nom. Alors, je ne les teste pas personnellement, parce que sinon, il faudrait que je parcours la France et ça me coûterait un bras, déjà. Et tu mangerais tout le temps. Et je n'ai pas ce budget-là, malheureusement, pour... si je veux aller tester les adresses à Perpignan, il faut que je prenne un train, un hôtel. Enfin, c'est bête, mais les gens n'imaginent pas la logistique derrière. Exactement. Donc, je pars du déclaratif. Enfin, j'appelle ou j'envoie des mails ou je demande aux personnes qui ont ce lieu-là, est-ce que votre lieu est sans gluten ? Qu'est-ce que vous faites pour les sans gluten ? Tout ça. Et je précise donc ce qu'ils m'ont dit dans la fiche, mais je ne les teste pas. Et aussi, la volonté, en fait, c'était de dire, si je me limitais à que ce que moi, je vais tester, ce que j'aime bien ou ce qui me plaît, ou voilà...
En fait, là, le but, c'est vraiment... Enfin, tout le but du site, c'est de libérer le quotidien des intolérants, c'est la tagline. C'est vraiment de simplifier la vie. Donc, en fait, quand on n'a pas 36 000 choix... c'est pas, je me place pas comme le fooding où ça va être moi mes adresses préférées, c'est plus voilà, il y a toutes ces adresses là. Après vous allez chercher selon votre envie, selon ce qui est ouvert, peut-être en semaine il y aura pas tous les trucs qui sont ouverts, et puis où est-ce que vous avez envie d'aller, tout ça, enfin, ou la contrainte des traces quoi. Donc du coup je laisse ce choix là aux gens. Et par contre, je ne suis pas certificatrice ou voilà, enfin, c'est du déclaratif. Et du coup, les gens m'envoient souvent des mails pour me dire telle adresse a fermé ou telle adresse ne propose plus qu'un plat, alors qu'avant ils ont. Et du coup, ça marche aussi beaucoup avec les échanges de la communauté qui me tiennent au courant parce que j'ai, je crois, plus de 500 restaurants sur le site. Et c'est dur de traquer tout. Tu m'étonnes. En plus, avant, je mettais les horaires d'ouverture et fermeture, mais là, avec la pandémie, j'ai dit stop, je mets plus Faudrait ça. faire, tu sais, un bus tour Bigos Gus vers toutes les adresses. C'est bien galère. Et vu que je suis seule à gérer tout ça, en fait, ça devient un truc impossible à gérer. Donc voilà, c'est pas parfait, mais voilà, il faut toujours vérifier et redemander. Mais en tout cas, ça aide à aiguiller et dire, voilà, dans telle ville, il y avait tel endroit, en tout cas, proposé et à voir. Mais il faut toujours revérifier. Malheureusement, ça va vite. Voilà. C'est normal. Et donc, tu en parlais tout à l'heure. Donc, tu as créé le concours du produit sans gluten. Oui, le prix du produit sans gluten. Et donc, comment tu as eu l'idée de créer ce concours ? Et alors, du coup, en fait, c'était un peu... Il y a des prix qui existent dans la grande conso, et voilà. Et il n'y avait rien, c'est vrai, dans le sans gluten. Et je m'étais dit, voilà, les gens... on a envie que ça avance, qu'il y ait des trucs qui se fassent dans le sans gluten, et du coup pour créer une petite émulation, pour que les gens sachent aussi ce que les marques font aussi au quotidien, sur quoi ils réfléchissent et tout. J'ai créé Esprit, et du coup en fait il y a plusieurs catégories, et ça permet aux marques de présenter, et que ce soit des grandes marques industrielles vendues en grande surface ou en magasin bio, ou des plus petites marques artisanales, de participer. Et il y a plein de critères, et il n'y a pas que les gros qui gagnent, au contraire il y a souvent un mix artisan et grandes marques, et ça permet de faire découvrir plein de choses sur le sans gluten. Et en fait c'est aussi une façon de communiquer, de dire il se passe des trucs dans le sans gluten, regardez, et au-delà des sans gluten, et de dire moi je peux aller voir du coup plusieurs journalistes et leur dire voilà, regardez, telle marque a gagné tel prix, ça a été reconnu. Et il y a un jury de sans gluten que je sélectionne parmi des gens qui candidatent et tout ça, pour que ça soit représentatif des sans gluten. Et c'est des vrais consommateurs qui testent les produits chez eux. Donc c'est un peu, quand je les appelle pour leur dire vous êtes choisis, je suis le Père Noël, quoi. Là, malheureusement, il n'y en aura pas cette année, puisque je suis enceinte et que je vais accoucher bientôt. Donc, et que là, je ne vais pas jouer au Père Noël. C'est ça. Donc voilà, cette année, ça saute. Mais ouais, généralement, c'est assez chouette à organiser. Trop bien. Il y a une grosse logistique, mais derrière, c'est cool quand les gens testent des produits, me font leur retour et tout ça, et puis pouvoir du coup partager un peu leur retour, c'est assez intéressant, donc voilà. Super. Et du coup, tu as eu des retours des marques, des plus petites marques en tout cas, sur le sujet, en disant que ça leur permettait d'avoir un peu plus de visibilité. Ouais, carrément. En fait, ça fait découvrir leurs produits, ils n'ont pas forcément des budgets de communication incroyables, donc du coup aussi ça leur permet de se faire connaître, et que des gens puissent aussi tester leurs produits et leur faire des retours sur leurs produits, parce que ça, c'est encore une autre étape des études, avoir les retours des consommateurs. Il y a très peu de marques qui le font, et qui savent le faire aussi. Et du coup, là, on leur fournit pas mal d'infos, et ça, c'est assez qualitatif pour eux, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, parce qu'il y a aussi beaucoup de marques qui se sont lancées en lançant des très bons produits, mais au niveau du packaging, sont un peu à côté de la plaque. Et du coup, c'est des petits trucs parfois qu'il faut changer. Mais voilà, l'entente de consommateurs,
c'est plus impactant. Ouais. Et du coup, c'est plein de trucs, même si les marques ne gagnent pas, c'est des retours hyper positifs pour quand, ils ont peut-être pas choisi de changer tout de suite leur packaging, mais là, dans les 2 ans, ils vont le faire, ou l'année d'après, ils ont choisi de le faire. Et du coup, là, ils intégreront les remarques. Et donc, du coup, c'est toujours des trucs, des plus à prendre aussi, des consos. C'est trop bien. Ouais. Et justement, tu as des marques qui t'ont contacté pour te dire, une personne qui te contacte en disant, moi, je souhaite lancer ma marque. Est-ce que tu peux me donner des conseils ou autre ? Ouais, j'ai en fait plusieurs. Il y a eu, je me souviens par exemple, des producteurs qui voulaient faire des légumineuses 100% sans gluten et qui du coup voulaient savoir si ça a trouvé un public. C'est ça. Parce qu'effectivement, il y a plein de cœliaques qui me disent non, mais sur mes lentilles, il y a marqué trace possible de gluten. Donc comment je fais ? Donc lui, ses producteurs s'étaient dit on va aider ces gens-là, mais du coup, on va quand même mesurer le marché et voir si c'est un réel problème ou si c'est finalement un truc que ça ressort sur les réseaux sociaux, mais finalement, c'est pas... Enfin, les gens, par habitude, mangent quand même des lentilles, mais voilà, il n'y a pas de risque au final. Et donc, du coup, ils sont venus vers moi pour que j'interroge les sans gluten à ce sujet et que je leur fasse des recommandations sur le sujet. J'ai aussi des marques, c'était pas mal au début. Là, les budgets sont un peu resserrés, donc là, on n'est plus sur de la com. Mais au début, je faisais pas mal d'études justement de marché pour les marques. Pour, par exemple, des marques qui étaient présentes dans plusieurs pays et qui se demandaient est-ce que le pain que je vends en Angleterre et en Espagne peut convenir aussi à mon marché français, ou est-ce que le marché français, c'est vraiment spécifique et là, il faut que tel pain, est-ce que cette innovation fonctionne, comment est-ce que c'est perçu, il y a plein de choses aussi à adapter à l'échelle française ou alors à vérifier avant de lancer un produit, parce qu'un lancement, ça coûte super cher et il ne faut pas se louper. Donc ça, j'en ai fait pas mal. Là, c'est vrai un petit peu moins, mais parce que aussi, le marché est un peu ralenti dans le sens où il n'y avait plus une croissance du gâteau et donc, du coup, il y a quelques marques qui sont restées. Mais du coup, moi, derrière, j'ai lancé le baromètre qui me permet d'avoir énormément d'infos sur le marché, sur les consommateurs, les attentes du consommateur. Et du coup, moi, je vends ces informations-là aux marques qui peuvent après aller voir les distributeurs et leur dire, regardez, les consommateurs, ils ont dit ça dans cette étude. C'est important d'avoir les produits en rayon, il leur manque du pain. Et justement, chaque année, il y a des besoins qui évoluent par rapport aux produits sans gluten. Et du coup, les marques peuvent aller défendre leurs produits vis-à-vis des distributeurs et dire, regardez, cette étude le montre, il manque des trucs, raison de plus pour... Et ma marque est citée parmi les favorites et tout ça, donc... mon produit fait sens pour aller dans les rayons, prenez-moi, gardez-moi. Parce que c'est aussi une bataille avec les distributeurs, c'est important de penser à ça. Donc voilà, les études de marché font partie de mon métier. C'est de là que je viens aussi à l'origine, mais c'est ce qui se voit le moins peut-être, mais qui aide le plus les marques, parce que aussi... elles peuvent avoir des idées reçues sur les attentes des sans gluten qui sont pas forcément celles qui sont les attentes, qui sont pas forcément des attentes réelles des sans gluten. Donc du coup, c'est bien de toujours garder un peu un pied sur le terrain et d'interroger en fait les personnes concernées, quoi. Et donc justement, tu as créé le baromètre en 2019, tu le refais chaque année. Ouais. Et du coup, comment ça se passe ? Tu interroges une typologie de personnes précises, un nombre précis de personnes ? Ouais, en fait, j'ai fait... La première année, quand j'ai lancé, j'ai fait appel à un cabinet qui fait que ça, qui interroge des Français, des Français représentatifs de la population. Et en fait, à ces 1000 Français qu'ils ont interrogés, on leur a posé des questions que j'avais... des questions spécifiques pour savoir, en fait, s'ils étaient sans gluten, quel type de sans gluten, leur sexe, leur âge, où est-ce qu'ils habitaient en France, leur métier, tout, la photographie en fait du sans gluten. Et ça, cette photographie m'a permis du coup de dire, je sais qu'en France on est 63% de femmes, je crois que c'était ça, 63% de femmes, 37% d'hommes qui sont sans gluten, ça recoupe toutes les catégories d'âge, c'est toutes les CSP quasiment, et c'est partout en France, il y a quelques disparités, mais qui, et du coup, et que aussi par rapport aux zones rurales, urbaines,
Ça, c'était un des grands enseignements, c'est que en fait, ça touche tout le monde. C'est pas un truc de bobo parisien, c'est partout. Et du coup, en fait, je me base sur cette photographie-là, ce portrait robot-là, pour chaque année interroger à nouveau. Enfin, après, moi, j'ai mon deuxième questionnaire, donc qui change chaque année, en fait, qui s'adapte un petit peu aux problématiques du moment. Enfin, quand c'était le Covid, je posais des questions un peu plus orientées là-dessus. Là, on a posé plein d'autres questions. Enfin, je sais plus quelles étaient les questions. Ah si, on avait fait un top des régions. Ouais, la Bretagne en fait partie. Et voilà, du coup, j'essaye d'adapter un petit peu pour changer un petit peu les questions aussi, que ce soit pas rébarbatif. Mais aussi, c'est bien de suivre des trucs sur les plusieurs années aussi, de voir comment ça évolue. Et du coup, en fait, j'interroge un maximum de gens, mais après, je ne garde que des réponses qui sont représentatives. Donc, j'ai mes petits critères et je sais que je ne dois garder que des réponses de 37% d'hommes, 63% de femmes, que je dois faire attention à ce qu'il y ait toutes les catégories d'âge, les typologies de malades aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai toute une cuisine derrière qui est très, très fastidieuse et relou pour trier les données que je garde et que j'analyse ensuite. Donc, ce qui fait que l'étude est représentative au niveau national. C'est pas biaisé par le fait que moi, j'ai une certaine population qui me lit. C'est justement rééquilibré pour que ça soit représentatif, quoi. Donc, ouais, c'était important de faire ça parce que sinon, c'est vrai que on peut faire tout, dire et n'importe quoi à un sondage. Donc, en fait, d'avoir des gens représentatifs me permet d'avoir un peu toutes les personnes qui parlent et pas juste une partie qui du coup serait artificiellement grossie par rapport à d'autres. Donc voilà. Trop bien. Et donc, quels sont les prochains projets de Picos Gus ? Les prochains projets. Il y a un livre déjà là ? Voilà, le livre, c'est ça. Ouais, le livre qui sortira du coup en mai prochain. Donc en mai, en fait, le 16 mai, c'est la journée mondiale de la maladie cœliaque. Et c'est pour ça que du coup, on a choisi de le sortir en mai. Et donc, c'est un livre pour aider les parents qui ont un enfant sans gluten. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi ce truc ? Comment je me débrouille ? Enfin, voilà. Et donc, du coup, je suis en train de finir mes derniers chapitres. Je le rends là à la fin du mois. Donc... Ah oui, ça va arriver vite, là. ouais. Donc, voilà. Et ça sera, en fait, c'est 10 chapitres sur 10 idées reçues. Du style on va plus rien pouvoir manger, ou le régime sans gluten ça rend les enfants diabétiques, anorexiques ou obèses, ou mon enfant sera exclu, personne ne voudra de lui. Enfin voilà, c'est que des trucs que en fait les adultes aussi peuvent vivre au quotidien, donc en fait ça peut parler à n'importe qui, mais qui peuvent aider les parents de façon très pragmatique et pratique au quotidien, mais aussi toutes les personnes en fait qui vont gérer l'enfant. Donc ça peut être les grands-parents, ça peut être les professeurs à l'école, voilà, si on a envie de les sensibiliser, de leur donner un truc à lire aussi, ils peuvent aller piocher dans les différents chapitres, et voilà. Et du coup ça parle aussi de concrètement au quotidien, comment les parents ils gèrent et quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, les trucs plus cool, les trucs à savoir, dans quoi on va se lancer, et est-ce que c'est normal, les questions que je me pose, ou les grosses galères que j'ai, enfin voilà, et ça aide aussi, et c'est marrant parce que beaucoup de parents m'ont dit ça fait du bien de parler à quelqu'un, en parler, on devrait faire des groupes de parole, des trucs comme ça. Et en fait c'est toujours ce truc de oui, on se rencontre, on parle sur les réseaux sociaux, mais on va échanger, on va regarder des recettes, des trucs comme ça, mais il n'y a pas forcément des échanges plus construits, ou je sais pas, plus approfondis, et sur les difficultés que les gens ont pu rencontrer. Et ça, c'est assez important de pouvoir savoir que, en fait, on a tous galéré, parce qu'ils ont tous galéré sur à peu près les mêmes trucs. Donc du coup, c'est cool de le faire savoir et de le dire. Voilà, là, vous êtes perdus, c'est normal. Ils ont tous été perdus, et voilà. Ça va aider pas mal de personnes. Ouais. Donc voilà, ça c'est à venir. Et puis du coup, il y aura à nouveau les journées de la maladie cœliaque, toujours pour faire parler du sans gluten et dire voilà, ce n'est pas une mode, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, et qu'est-ce que c'est, et du coup réexpliquer les tests à faire, parce que il y a encore beaucoup de monde qui ne sont, des gens qui ne sont pas diagnostiqués
parce qu'ils passent à côté des tests et ils ne savent pas ou on leur dit pas les bonnes infos. Et donc, rappeler un petit peu tout ça, c'est un peu notre semaine de prévention, de sensibilisation. C'est ça. Voilà. Super. Et ben on arrive à la dernière partie, la gloomy party. Alors, quel est ton plat préféré sans gluten ? Alors, moi qui ai vécu beaucoup en Asie, j'ai vécu 2 ans en Asie, j'aime beaucoup tout ce qui est donc asiatique. Et il y a pas mal de trucs qui sont naturellement sans gluten et tout ça dans la cuisine. Il y avait un truc qui me manquait énormément, c'était les gyoza. Et on en a fait avec mon copain. On en a fait, donc on a fait une recette, on a mis au point notre recette et j'en suis particulièrement fière. On la fait pas souvent, mais ça, particulièrement, ça c'est un truc que voilà, ça fait partie de mes plats préférés. Ouais. Et puis il y a un autre truc que j'ai récemment redécouvert, c'était les donuts sans gluten. Et il y en a qui sont très bons si tu as le temps avant ton train. Alors là, rien que pour des donuts, je peux louper mon train. Voilà, c'est chez Le Pont Traversé, c'est la nana Noglu qui a lancé ça. Et donc, elle a une deuxième adresse dans le 6e ou dans le 7e, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ils font des donuts et ils sont vraiment très très bons. Je vais écouter ça. Je pose ça là comme ça. L'info est prise et retenue. Voilà. Et donc en sucré et en salé, c'est les 2 trucs qui me... Autant je n'étais pas forcément une fan de donuts, mais alors là, j'ai découvert ces donuts et j'avoue qu'ils sont vraiment pas mal. Donc, super. Je me note ça, je vais aller visiter tout ça. Ton compte Insta préféré sur le sans gluten ? Alors là, je suis partie sur quelque chose de pas français parce que c'est bien. Il y a tellement de comptes Insta qui sont très très cool et que je connais et c'est plein de nanas que je connais et je pense que je les ai beaucoup cités sur d'autres podcasts ou articles. Donc là, je me suis dit tiens, quel autre compte je pourrais citer et j'ai repéré en fait K pour Catherine. Et en fait c'est une nana qui est à Montréal et ses filles sont sans gluten et du coup elle a mis au point plein de recettes, elle a trop chouette. Plein de choses, c'est des recettes assez simples et les photos sont magnifiques, ça donne envie de tout faire. Donc voilà, ça c'est si les gens se demandaient en fait le sans gluten c'est blas, c'est pas cool, tout ça, il suffit d'aller sur son compte Insta pour voir que non, c'est très chouette. Et je connaissais pas, je vais aller voir tout ça. Et la dernière question du coup, c'était quel est ton restaurant préféré ? Alors, mon restaurant préféré, je me suis notée parce que je me suis fait une petite liste. Je me suis notée pour le pain. Alors, Chambellan reste mon chouchou, c'est le chouchou, je crois, de toutes les personnes qui vivent à Paris. Je pense que c'était une des premières boulangeries. C'était pas la première boulangerie, mais c'était la première boulangerie qui faisait du vrai bon pain, en fait, sans gluten. Il y a aussi Copain là, qui a ouvert il y a pas longtemps et qui est vraiment pas mal au niveau des viennoiseries. Ils font des trucs vraiment pas mal. Et puis, il y a un petit resto sans gluten qui paye pas trop de mine, pas loin de chez moi, près de la place de Clichy, qui s'appelle la Scuderia del Mulino, qui fait des pizzas sans gluten. Et en fait, elles sont vraiment très, très bonnes, très fines. Et elles sont vraiment très bonnes. Donc, voilà. Je me note ça. Plusieurs adresses, pas un resto. Je fais à chaque fois 3-4 trucs. Mais tu fais bien. Mais voilà, non, c'est une chouette adresse. Et même, mon copain me dit parfois, en fait, leurs pizzas sans gluten sont limite meilleures que les pizzas normales. Donc, lui, ça ne le dérange absolument pas. On prend 2 pizzas pour nous en version sans gluten et ça lui va très bien. Trop bien. Tu vois, je vais me faire une journée où je vais faire que manger dans Paris. Le tour des restos. Et merci beaucoup Cécile. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you